Bonjour les amis, bienvenue sur Charm Stories. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et partagez les histoires avec d'autres. Au fait, pour activer les sous-titres ou les légendes, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si des sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Au cœur d'un petit village aride nommé Kijani, où le soleil tapait sur la terre craquelée et où le vent portait l'odeur de la poussière, vivait un humble fermier nommé Mosè. La terre était rude, tout comme les gens, et Mosè travaillait chaque jour de l'aube au crépuscule, s'occupant de sa petite parcelle de terrain. La vie était dure, mais Mosè se contentait de ce qu'il avait. Une modeste maison, une petite ferme, sa femme aimante, Zawadi, et leur fille, Amani, dont le rire illuminait même les jours les plus difficiles. Un après-midi particulièrement torride, alors que Mosè travaillait au champ, il remarqua quelque chose d'inhabituel. À l'ombre d'un arbre presque sans vie, au bord de sa terre, se trouvait un jeune garçon, pas plus de 12 ans, accroupi et grattant les branches sèches. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de poussière, et son corps amaigri par la faim. Le cœur de Mosè se serra à cette vue. Il s'essuya le front et s'approcha lentement du garçon, ne voulant pas l'effrayer. « Ça va, mon garçon » demanda Mosè d'une voix douce. Le garçon, surpris, leva des yeux larges et effrayés. Ses lèvres étaient sèches, et il ne dit rien, secouant seulement la tête en silence. « Viens, dit Mosè, sa voix douce empreinte d'inquiétude. Allons te chercher quelque chose à manger. » Le garçon hésita, comme incertain de pouvoir faire confiance à Mosè, mais sa faim l'emporta. Lentement, il suivit Mosè jusqu'à la petite ferme. À l'intérieur, Zawadi pétrissait de la pâte à pain. Elle jeta un coup d'œil au garçon et, sans un mot, posa une autre assiette sur la table. Elle remplit un bol de soupe, et le garçon mangea rapidement, comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Quand le garçon eut fini, Mosè s'assit en face de lui. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Wandi » murmura le garçon, sa voix à peine audible. « Et où sont tes parents » Wandi baissa la tête. « Je n'en ai pas » Mosè échangea un regard avec Zawadi. « Aucun enfant ne devrait avoir à se débrouiller seul ainsi. » Mosè fouilla dans sa poche et en sortit une petite liasse froissée de billets. 25 shillings, tout ce qu'il avait économisé pour les semences de la saison suivante. Il posa l'argent sur la table devant Manji. « Prends ça, dit Mosè. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider à aller en ville. Tu pourras y trouver quelqu'un qui pourra t'aider. » Manji fixa l'argent, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Je ne peux pas prendre ça, » murmura-t-il en secouant la tête. « Tu peux, et tu le feras, » répondit Mosè fermement. « Promets-moi juste que tu l'utiliseras pour quelque chose de bien. » Les mains de Manji tremblaient en prenant l'argent, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je le promets, » dit-il, la voix chevrotante. « Je vous rembourserai un jour. Je reviendrai, et je vous revaudrai ça. » Mosè sourit et tapota l'épaule de Manji. « Ne t'inquiète pas de me rembourser. Prends juste soin de toi. » Manji hocha la tête et quitta doucement la maison, serrant l'argent fermement. Mosè le regarda s'éloigner sur la route poussiéreuse, un mélange d'espoir et de tristesse emplissant son cœur. Il avait fait ce qu'il pouvait, mais le monde était un endroit rude pour un enfant comme Manji. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux du garçon, quelque chose qui fit croire à Mosè que peut-être, juste peut-être, Manji s'en sortirait. Ce soir-là, alors que Mosè et Zawadi étaient assis près du feu, Zawadi regarda son mari. « Penses-tu que nous reverrons un jour ce garçon » demanda-t-elle. Mosè haussa les épaules, le regard perdu dans les flammes vacillantes. « Peut-être, mais même si ce n'est pas le cas, nous avons fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de plus de bonté. » Zawadi sourit doucement et posa sa tête sur l'épaule de Mosè. « Tu es un homme bon, Mosè. » Les jours à Kijani continuèrent comme ils l'avaient toujours fait. Les semaines se transformèrent en mois, et les mois en années. Manji s'estompa de leurs pensées, mais pas complètement. Mosè continua de travailler la terre, et Zawadi s'occupait de la maison. Leur fille, Amani, grandit avec des rêves plus grands que ce que le village pouvait offrir. Elle voulait devenir enseignante, aider les autres comme son père avait aidé Manji. Un soir, Amani était assise à table pour le dîner, le visage rayonnant d'excitation. « Baba, dit-elle, je veux être enseignante. Je veux faire une différence. » Mosè sourit, la fierté gonflant sa poitrine.
C'est un rêve merveilleux, Amani. Continue de travailler dur, et tu y arriveras. Mais peu après, la santé d'Amani commença à décliner. Au début, ce n'était que de la fatigue et une toux, mais son état s'aggrava. Les médecins locaux ne parvenaient pas à déterminer ce qui n'allait pas, mais ils savaient une chose, Amani avait besoin d'un traitement, et cela n'allait pas être bon marché. Mosé et Zawadi étaient effondrés. Leurs économies n'étaient pas suffisantes, et Mosé se sentit impuissant pour la première fois de sa vie. Un après-midi, alors que Mosé travaillait au champ, il vit un nuage de poussière s'élever au loin. Un SUV noir élégant approchait, une vision inhabituelle dans leur village isolé. Le véhicule s'arrêta devant la ferme, et un homme grand et bien habillé en sortit. Mosé protégea ses yeux du soleil, son cœur battant la chamade alors que l'homme approchait. « Monsieur Mosé » appela l'homme, sa voix assurée. « C'est moi » répondit Mosé, perplexe. L'homme sourit chaleureusement. « Ça fait longtemps. » Alors que l'homme se rapprochait, les yeux de Mosé s'écarquillèrent de reconnaissance. « Mwangi » demanda-t-il, y croyant à peine. Mwangi, maintenant un milliardaire prospère, hocha la tête. « Oui, c'est moi. Je n'ai jamais oublié la bonté que vous m'avez témoignée. » Mosé resta muet de stupeur tandis que Mwangi continuait. « Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider. J'ai fait une promesse, et j'ai l'intention de la tenir. » Des larmes montèrent aux yeux de Mosé. « Tu ne me dois rien, Mwangi. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, ce n'est pas vrai, » dit Mwangi, sa voix remplie de gratitude. « Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'avais rien. Maintenant, laissez-moi vous aider, vous et votre famille. » Mwangi expliqua qu'il avait bâti une entreprise prospère, et qu'il était maintenant riche au-delà de ses rêves les plus fous. Il était revenu non seulement pour rembourser Mosé, mais aussi pour s'assurer qu'Amani reçoive le traitement dont elle avait besoin. Le cœur de Mosé se gonfla de gratitude lorsque Mwangi lui tendit un chèque qui couvrirait toutes les factures médicales d'Amani et plus encore. « Votre bonté a changé ma vie, et maintenant je veux changer la vôtre. » Alors que Mosé étreignait Mwangi, le soleil commença à se coucher sur les champs. Pour la première fois depuis des années, l'espoir emplissait l'air. Ils s'assirent sur le porche, et Mwangi raconta l'histoire de sa vie après avoir quitté Kijani. Avec les 25 shillings que Mosé lui avait donnés, il avait acheté un billet de bus pour la ville où il avait lutté pour survivre. Mais grâce à un travail acharné, à la détermination et à la gentillesse d'inconnus, il avait bâti un empire commercial. Mwangi n'était plus un garçon pauvre. Il était maintenant milliardaire. « Vous m'avez donné une chance, Mosé, » dit Mwangi, la voix épaisse d'émotion. « Maintenant, je veux donner à Amani la chance dont elle a besoin. » Le cœur de Mosé se serra lorsque Mwangi mentionna la maladie d'Amani. « Elle ne va pas bien, » admit Mosé. « Nous n'avons pas l'argent pour le traitement dont elle a besoin. »« C'est pourquoi je suis ici, » dit Mwangi, sa voix ferme de détermination. « Je couvrirai tous les frais. Médecins, hôpitaux, quoi qu'il en coûte, Amani recevra les meilleurs soins. » Mosé était bouleversé. « Je ne peux pas accepter ça, Mwangi. C'est trop. » Mwangi se pencha en avant, son regard intense. « Mosé, vous m'avez sauvé la vie. Laissez-moi faire de même pour Amani. » Zawadi, qui avait écouté en silence, posa sa main sur le bras de Mosé. « Peut-être qu'il est temps d'accepter de l'aide, » dit-elle doucement. « Pour le bien d'Amani. » Mosé regarda sa femme, puis Mwangi, et finalement hocha la tête. « D'accord, » dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Pour Amani. » Le lendemain matin, Mwangi arriva avec toutes les dispositions prises. Une voiture était prête à emmener Mosé, Zawadi et Amani en ville pour son traitement. Alors que le soleil se levait sur les champs de Kijani, il y avait un sentiment d'espoir dans l'air qui n'avait pas été là depuis longtemps. Pendant qu'ils faisaient leurs bagages pour le voyage, Amani, bien que faible, essaya d'aider. « Tu n'as rien à faire, Amani, » dit doucement Zawadi. « Repose-toi simplement. Mwangi va s'assurer que tout est pris en charge. » Amani sourit, reconnaissante mais fatiguée. La maladie lui avait tant pris, mais maintenant, grâce à Mwangi, elle avait une chance. Alors qu'il roulait vers la ville, Mosé regarda l'horizon, le cœur rempli de gratitude. La bonté qu'il avait manifestée toutes ces années auparavant lui était revenue, et c'était plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Mwangi avait tenu sa promesse,
et maintenant il y avait de l'espoir, un réel espoir, qu'Amani aille mieux. Et pour la première fois depuis longtemps, Mosè s'autorisa à croire que tout pourrait bien finir par s'arranger. Mosè était assis sur le siège passager avant, les yeux contemplant les champs de Kijani qui défilaient. Son esprit était lourd de pensées sur ce qui les attendait. Quelques jours auparavant seulement, il avait craint le pire pour sa fille Amani, convaincu qu'il n'y avait aucune issue à la situation. Mais maintenant, grâce à Manji, il y avait une réelle chance qu'Amani aille mieux. La peur qui lui avait serré le cœur pendant si longtemps était lentement remplacée par un espoir prudent. Sur la banquette arrière, Zawadi était assise à côté d'Amani, sa main reposant doucement sur le genou de sa fille. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais comme Mosè, elle s'accrochait à l'espoir, aussi mince qu'il puisse paraître. Ils avaient traversé tant d'épreuves, et bien que Zawadi ne veuille pas trop espérer, l'air confiant de Manji au volant lui faisait penser que peut-être, juste peut-être, les choses allaient enfin tourner. La ville se profilait devant eux, ses hauts immeubles et ses rues animées contrastant vivement avec la vie paisible qu'ils avaient connue à Kijani. Pour Amani, la vue était écrasante. Elle n'avait pas quitté leur petit village depuis des années, et le bruit, la foule et l'agitation de la ville la rendaient anxieuse. Mais Manji, assis avec assurance derrière le volant, semblait parfaitement à l'aise. « Nous y sommes presque », dit Manji, leur jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. L'hôpital est juste devant. J'ai parlé aux médecins, ils nous attendent. Amani sentit un papillonnement nerveux dans son estomac. Ça y était. Elle était sur le point d'entrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas, rempli de médecins, de tests et de traitements. C'était terrifiant, mais elle savait qu'elle devait être forte, pas seulement pour elle-même, mais pour sa famille. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Manji gara la voiture et vint aider Amani à sortir. Sa main était ferme alors qu'il la soutenait, la guidant avec précaution à travers l'entrée. L'hôpital était immense, et l'odeur stérile de désinfectant emplissait l'air. Les jambes d'Amani semblaient faibles, mais Manji était juste à côté d'elle, sa présence calme apaisant son anxiété. Une équipe de médecins et d'infirmières les accueillit, connaissant déjà Manji. Ils s'étaient assurés que tout était en place. L'efficacité avec laquelle ils furent pris en charge et installés surpris presque Mosè et Zawadi, habitués au rythme lent et détendu de Kijani. Amani fut emmenée pour des tests initiaux, laissant ses parents attendre avec Manji. « C'est plus que ce que nous aurions pu espérer », dit doucement Zawadi, les yeux embués de larmes. « Je ne sais pas comment nous pourrons jamais te remercier, Manji. » Manji secoua la tête, écartant l'idée de remerciement. « Il n'y a pas besoin de me remercier. Vous et Mosè m'avez donné une chance quand je n'avais rien. Je ne fais que rendre l'appareil. » Mosè, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du voyage, prit enfin la parole. « C'est difficile à croire, dit-il, sa voix basse et lourde d'émotion. Nous avons lutté si longtemps. Je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour Amani. » Manji se pencha en avant, son expression sérieuse. « Il y a toujours de l'espoir, Mosè. C'est quelque chose que vous m'avez appris. Quand j'étais perdu, vous m'avez donné de l'espoir. Maintenant, c'est mon tour. » Mosè croisa le regard de Manji et comprit pour la première fois pleinement que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de remboursement d'une dette. C'était à propos du lien qui s'était formé des années auparavant, une connexion bâtie sur la bonté et la compassion. Manji n'aidait pas par obligation. Il se souciait sincèrement. Les heures passèrent pendant qu'Amani subissait ses tests. L'attente semblait interminable et Mosè et Zawadi étaient assis en silence tendu, leurs mains jointes fermement. Manji, bien que calme et silencieux, était tout aussi investi, son inquiétude pour Amani claire dans son attitude posée. Finalement, un médecin sortit de l'arrière, son expression neutre mais avec un léger sourire. « Comment va-t-elle » demanda Mosè, le cœur battant. Le médecin fit un signe de tête rassurant. « Elle est stable. Nous avons terminé les tests initiaux et bien que nous devions en faire d'autres, je suis optimiste. Nous commençons le traitement immédiatement. » Zawadi laissa échapper un souffle qu'elle ne réalisait pas avoir retenu et Mosè sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Ce n'était pas encore fini, mais c'était un début. « Merci, » dit Mosè, la voix étranglée par la gratitude. Le médecin hocha la tête. « Nous faisons tout notre possible. Elle est entre de bonnes mains. » Alors qu'il retournait dans la salle d'attente, Manji se tourna vers Mosè et Zawadi. « Ce n'est que le début, dit-il doucement, mais nous sommes ensemble là-dedans. Quoi qu'il arrive,
je serai là. Mosè regarda Manji, profondément ému par ces paroles. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne semblait plus si lointain. Au cours des semaines suivantes, les traitements d'Amani se poursuivirent. Chaque jour, elle semblait regagner un peu plus de force. Mosè, Zawadi et Manji lui rendaient visite régulièrement, s'asseyant à son chevet, offrant réconfort et soutien. Bien que ce fût un processus lent et régulier, le rétablissement d'Amani était visible. Les médecins restaient prudemment optimistes, mais ils rappelèrent à la famille que la route à venir serait longue. Un après-midi, alors qu'Amani se reposait dans son lit d'hôpital, Manji était assis à côté d'elle, feuilletant tranquillement un livre. La pièce était paisible, le seul son étant le doux bourdonnement des machines surveillant les signes vitaux d'Amani. Amani, les yeux mi-clos, se tourna vers Manji. « Tu n'es pas obligé de rester ici tout le temps, tu sais, dit-elle doucement, sa voix encore faible mais gagnant en force. Manji leva les yeux de son livre, ses yeux rencontrant les siens. « Je veux être ici, dit-il simplement. Amani sourit faiblement. « Tu as déjà tant fait pour moi, je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser. » Manji secoua la tête. « Tu ne me dois rien. Je ne fais pas ça pour des remerciements, je le fais parce que je tiens à toi. » Le cœur d'Amani tressaillit à ces mots. Elle ne s'attendait pas à cela, un lien grandissant entre eux, plus profond que la gratitude. Alors qu'elle s'endormait, elle pensait à Manji, à sa gentillesse, à son soutien, et à la façon dont il la faisait se sentir en sécurité. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au fil des semaines, l'état d'Amani continua de s'améliorer, et avec lui, son lien avec Manji se renforça. Ce qui avait commencé comme un acte de gratitude pour Manji s'était transformé en quelque chose de plus. Mosè et Zawadi remarquèrent le changement subtil entre eux, les regards échangés, les conversations tranquilles. « Mosè, dit Zawadi un soir, as-tu remarqué la façon dont Manji regarde Amani ?» Mosè fronça les sourcils, incertain de la façon de répondre. « Je l'ai remarqué, admit-il, mais je ne sais pas trop quoi en penser. » Zawadi sourit doucement. « Peut-être que c'est quelque chose de bien, Mosè. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avions pas vu venir. » Mosè soupira. « Peut-être. Nous devrons simplement attendre et voir. » À mesure que la santé d'Amani s'améliorait, le lien entre elle et Manji se renforçait également. L'amour qui s'épanouissait entre eux était indéniable, et bien que le voyage ait été difficile, il y avait enfin de la lumière à l'horizon. Pour Mosè et Zawadi, le plus important était que leur fille aille mieux, et avec Manji à ses côtés, ils croyaient que des jours meilleurs étaient à venir. Un soir tranquille, alors que Manji était assis au chevet d'Amani, lui lisant un livre à voix haute, elle se surprit à l'observer attentivement. Sa voix était douce, presque tendre, pendant qu'il lisait, et à chaque page tournée, elle ressentait un sentiment croissant de sécurité en sa présence. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir réconfortée par son calme, sa constance, et la façon dont il était devenu son ancre dans la tempête de sa maladie. À ce moment-là, Amani réalisa que ses sentiments pour lui s'étaient transformés en quelque chose de plus profond. Des semaines s'étaient écoulées depuis le début du traitement d'Amani, et bien que sa guérison soit lente, chaque jour la rapprochait un peu plus de la force. Mais ce n'était pas seulement sa santé physique qui changeait. À mesure que son corps guérissait, ses émotions devenaient plus difficiles à ignorer. Elle n'était plus simplement reconnaissante de l'aide de Manji. Quelque chose de beaucoup plus profond avait pris racine dans son cœur. Un après-midi, alors qu'Amani était assise près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, contemplant les arbres baignés de soleil, Manji arriva avec son sourire habituel. Il apporta un bouquet de fleurs fraîches, le posant à côté d'elle. « Tu n'étais pas obligé d'apporter ça, » dit Amani, bien que le geste lui réchauffât le cœur. « Je le voulais, » répondit Manji, son sourire doux et sincère. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Mieux. » dit-elle honnêtement, levant les yeux vers lui avec gratitude. « Je me sens plus forte chaque jour, grâce à toi. » Manji secoua la tête. « C'est toi qui fais le plus dur. Je suis juste là pour te soutenir. » Amani sourit, son cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose dans la façon dont Manji la regardait, dans la façon dont ses yeux s'attardaient juste un peu plus longtemps que nécessaire, qui lui faisait se demander s'il ressentait la même connexion qu'elle. Au fil de la journée et alors que la lumière de l'après-midi diminuait, Amani se surprit à penser davantage à lui. Manji était assis à côté d'elle, elle.
Ersk Calvin et Ivy firent leur entrée bras dessus bras dessous, montant sur une petite estrade près de la scène. Naya observait depuis une zone dissimulée, le cœur battant. Son personnel était prêt à suivre ses instructions, bien qu'ils ne la connaissent que sous le nom de Madame B. Elle était arrivée discrètement ce soir-là, s'assurant que sa présence resterait cachée jusqu'au bon moment. Ça y est, pensa-t-elle. La scène est prête. L'énergie dans la pièce crépitait d'anticipation. Les amis d'Ivy se pressaient autour, téléphone prêt à immortaliser le moment. Calvin se tenait droit, exudant l'arrogance d'un homme qui pensait avoir gagné. Il était loin de se douter que derrière les rideaux de velours, le vrai spectacle allait commencer. Alors que Calvin s'apprêtait à parler, l'un des membres du personnel de l'hôtel, peut-être un peu anxieux ou hésitant avec le protocole de la soirée, se précipita avec un microphone. Il jeta un coup d'œil vers le côté de la scène où Naya était cachée et, dans un moment de confusion, murmura assez fort pour que Calvin l'entende, « Madame B a dit que tout est prêt pour votre discours. » Calvin cligna des yeux. Confus. « Madame B. Qui est-ce » Le membre du personnel parut surpris. « C'est notre nouvelle investisseuse, » balbutia-t-il, puis recula rapidement. Il réalisa qu'il en avait trop dit. Ivy tourna légèrement la tête. « Nouvelle investisseuse » articula-t-elle en direction de Calvin, qui haussa les épaules, balayant la question d'un revers de main. Son esprit était concentré sur la demande en mariage. Il ne pouvait pas être dérangé par la simple mention d'une investisseuse qu'il ne connaissait pas. Le personnel de l'hôtel avait probablement toutes sortes de nouveaux protocoles. Prenant le micro, Calvin s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir. Je vous ai réunis ici pour une raison très spéciale. Quelqu'un dans cette pièce a conquis mon cœur, a véritablement transformé ma vie. » Il se tourna vers Ivy, et la foule laissa échapper un soupir collectif de délice. Les téléphones furent levés, les appareils photo crépitèrent. Ivy plaça une main sur son cœur, feignant la surprise, bien qu'elle s'y attendît pleinement. Ses amis applaudirent avec anticipation. De son point d'observation caché, Naya pouvait voir le léger sourire narquois sur les lèvres d'Ivy. La femme rayonnait pratiquement à l'idée de son nouveau titre de fiancée. Calvin avait l'air suffisant et triomphant, se prélassant sous les applaudissements. Mais Naya restait calme, comme une joueuse d'échecs attendant de faire le coup décisif. Juste quelques secondes de plus, pensa-t-elle. Elle s'était arrangée avec Monsieur Winters pour un rebondissement mineur mais crucial. Le directeur arrêterait la procédure et annoncerait la présence de Madame B au moment critique. Elle voulait que Calvin soit sous les projecteurs, bague à la main, lorsqu'elle ferait son entrée. Son cœur battait la chamade. Elle serra les poings, déterminée à garder son sang-froid. Elle avait attendu trop longtemps pour cela. La trahison serait accueillie avec ruse. Et ce soir, la justice monterait sur scène. Calvin était sur le point de mettre un genou à terre lorsqu'M. Winters s'avança, sa voix résonnant dans le système de sonorisation de la salle de bal. « Pardonnez-moi, mesdames et messieurs. Puis-je avoir votre attention pour une brève annonce ?» Calvin fronça les sourcils, la boîte de la bague à la main, clairement agacé par l'interruption. Ivy regarda autour d'elle, confuse. Le brouhaha dans la salle de bal se calma. Et tous les regards se tournèrent vers le directeur distingué. Monsieur Winters continua. Avant de poursuivre cette joyeuse occasion, notre nouvelle investisseuse principale, Madame B, aimerait dire quelques mots de bienvenue. Nous espérons que vous nous accorderez ce plaisir. Un murmure discret parcourut l'assistance. Le personnel s'écarta pour créer un petit passage menant à la scène. De douces lumières au plafond se déplacèrent, créant un unique projecteur. Le visage de Calvin enregistra une légère surprise. Et l'expression d'Ivy s'assombrit. Elle attendait son grand moment, pas le discours d'une quelconque investisseuse hôtelière. Dans le silence, une élégante musique de piano commença à jouer. Le signal de Naya. Elle prit une profonde inspiration et apparut, sa silhouette assurée illuminée par le projecteur. Des exclamations ponctuées d'étonnement fusèrent dans l'air alors qu'elle émergeait de derrière le rideau de velours, vêtue d'une robe de soirée élégante qui accentuait son port royal. Le clic de ses talons sur le sol poli capta immédiatement l'attention. Les yeux de Calvin s'écarquillèrent d'incrédulité. Son cerveau peinait à comprendre ce qu'il voyait. Pourquoi sa femme était-elle ici? Et pourquoi le personnel l'appelait-il Madame B?
la mâchoire d'Ivy tomba, la couleur quittant son visage. Elle échangea des regards paniqués avec ses amis. Les appareils photos se tournèrent pour capturer ce rebondissement imprévu. La femme qui venait de monter sur scène ne faisait clairement pas partie du plan initial. Naya s'approcha calmement du microphone. Le silence dans la pièce était absolu. On aurait presque pu entendre les cœurs battre. Tous les regards fixés sur elle, elle se permit un sourire frais et confiant. « Bonsoir », commença-t-elle. Sa voix portait l'assurance raffinée d'une femme qui avait trouvé sa force. « Je suis honoré que vous ayez tous pu vous joindre à nous ce soir. Mon nom est Naya Broxreed. Mais ici, au Riviera-Grand, on me connaît simplement comme Madame B. » Elle marqua une pause, laissant le poids de sa déclaration s'installer. La salle de bal entière semblait retenir son souffle. Calvin resta cloué sur place, la boîte de la bague toujours serrée dans sa main, le grand geste romantique figé en pleine exécution. Il était loin de se douter que le pire était encore à venir. Naya sentit une montée d'adrénaline alors qu'elle entrait pleinement sous les projecteurs. Ce moment, façonné par le chagrin et la stratégie, était désormais à elle de le commander. Elle tenait doucement le microphone, pourtant ses mots portaient le tranchant de la vérité. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi moi, l'épouse de Calvin Reed, suis ici ce soir. À l'improviste, semblerait-il, dit-elle, son ton mesuré mais résonnant. Eh bien, il y a une histoire derrière cela, et je crois que vous la trouverez très éclairante. Un silence tendu s'empara de la salle de bal. Le visage de Calvin trahissait la panique, mais il était immobilisé par le choc et le poids des caméras pointées dans sa direction. Ivy avait l'air de souhaiter que le sol l'engloutisse. Naya croisa le regard de Calvin. Pendant une seconde, elle vit une lueur de culpabilité traverser ses traits. « Calvin, dit-elle, la voix inébranlable. Tu as prévu une demande en mariage pour Ivy, n'est-ce pas? Une grande démonstration d'amour. Vraisemblablement pour me remplacer, moi, ta femme légitime. » Une vague de hoquet rompit le silence. Les amis d'Ivy échangèrent des regards horrifiés. Ivy elle-même secoua la tête avec incrédulité, la bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son. Calvin tenta de balbutier une réponse, mais Naya leva la main pour le faire taire. « J'ai ma propre surprise à partager. Voyez-vous, chers invités, pendant que mon mari planifiait cet événement pour sa maîtresse, j'étais en train de prendre mes propres dispositions. » Elle marqua une pause, laissant son regard parcourir la foule, capturant chaque visage étonné. Puis, avec un sourire calme, elle lâcha la bombe. « Je suis la nouvelle propriétaire du Riviera-Grand Hôtel. » Les yeux de Calvin faillirent sortir de leurs orbites. La main d'Ivy vola à sa bouche, et la salle de bal entière éclata en murmures choqués. Les flashs des appareils photo crépitèrent sauvagement, immortalisant le drame qui se déroulait. Naya ajouta, « C'est exact. Par le biais de ma fiducie, j'ai discrètement acquis l'hôtel. Chaque centimètre carré, chaque suite, chaque couloir. Et en tant que propriétaire légitime, je voulais personnellement accueillir mes invités indésirables. » Elle croisa le regard de M. Winter, qui lui fit un discret signe de tête respectueux. C'était son domaine maintenant, et personne ne pouvait le nier. Se retournant vers le microphone, elle dit, « J'espère que vous appréciez les festivités, car le vrai spectacle est sur le point de commencer. » La pièce tomba dans un silence stupéfait, rompu seulement par la cacophonie des déclencheurs d'appareils photo et les exclamations chuchotées parmi les invités. Calvin avait l'air d'être sur le point de s'effondrer, s'accrochant toujours à la petite boîte en velours qui symbolisait sa demande en mariage vouée à l'échec. Ivy, tremblante et pâle, regardait alternativement Calvin et Naya avec stupéfaction. Elle articula quelque chose d'inintelligible, essayant peut-être de nier la vérité ou d'exiger une explication, mais les mots lui manquaient. Naya souleva une fois de plus le microphone, sa voix portant le calme d'une femme qui avait répété ce moment dans son esprit d'innombrables fois. « Bienvenue dans mon hôtel », dit-elle en balayant la somptueuse salle de bal de son bras. « Je vous remercie tous d'être ici pour assister à ce dévoilement, celui que Calvin n'avait jamais anticipé. » Un frisson de rire nerveux se propagea parmi les spectateurs, incertain s'ils devaient applaudir ou reculer. Naya continua avec un sourire gracieux. « Ce soir, nous célébrons une transition. Le Riviera-Grand va bientôt subir un changement de nom. Ma mission est de le transformer en un lieu où les rêves sont nourris et où l'esprit d'autonomisation s'épanouit. Cet établissement sera un symbole que, peu importe à quel point quelqu'un essaie de vous briser,
vous pouvez toujours reconstruire. Elle déplaça son regard de manière significative vers Calvin, qui arborait une expression de honte et d'incrédulité totale. L'audace du coup de sa femme le laissa sans voix. Naya laissa le moment s'éterniser, son cœur battant la chamade, l'adrénaline montant en flèche. Elle méritait ce tour de victoire, elle l'avait gagné par des larmes, la trahison et la détermination. À présent, les invités réalisaient qu'il assistait à un spectacle unique. Les influenceurs des médias sociaux parmi eux diffusaient déjà en direct, capturant l'effondrement d'un homme qui avait orchestré une demande en mariage illicite pour découvrir que tout le lieu appartenait à son épouse insoupçonnée. Naya termina son discours court mais percutant par une dernière fioriture. « Je vous invite tous à vous amuser ce soir. Après tout, c'est une célébration de nouveau départ. Le mien, et ironiquement, celui de Calvin. » La foule s'écarta avec admiration alors qu'elle lâchait le microphone. Des hoquets, des conversations chuchotées et l'éblouissement des flashs des appareils photo suivaient chacun de ses mouvements. Elle avait repris le contrôle de son récit, et maintenant, la scène était prête pour que les conséquences de la duplicité de Calvin s'abattent publiquement sur lui. À ce moment-là, la tension était si épaisse qu'on avait l'impression que la pièce elle-même retenait son souffle. Ivy, la main tremblante, laissa tomber sa flûte de champagne. Elle se brisa sur le sol poli, le fracas ponctuant le silence stupéfait. Des éclaboussures de liquide pétillant tachèrent l'ourlet de sa somptueuse robe rouge. Elle regarda Calvin, sa voix tremblante. « Toi. Tu m'as dit que vous étiez séparés. Tu as dit que ta femme n'était plus dans le tableau. » Calvin, des gouttes de sueur perlant sur son front, tenta de garder son sang-froid. « Ce n'est pas ce que ça a l'air. » « Naya, parlons en privé. »« S'il te plaît, » balbutia-t-il. Naya croisa son regard affolé avec un calme imperturbable. « En privé ? Où était l'intimité quand tu te pavanais dans cet hôtel avec elle ? Quand tu as utilisé mon argent pour lui acheter une bague ?» Elle laissa un moment pour que son accusation flotte dans l'air. Des hoquets et des chuchotements parcoururent la foule alors que ses paroles confirmaient la profondeur de la trahison de Calvin. Certaines des amies d'Ivy se cramponnèrent les unes aux autres, les yeux écarquillés, réalisant qu'elles avaient été des pions dans une grande tromperie. L'une d'elles murmura « Elle possède l'hôtel ?» C'est irréel. Les yeux d'Ivy se remplirent de larmes, que ce soit d'humiliation ou de chagrin, personne ne pouvait le dire. Elle les essuya furieusement, étalant son mascara. Le rêve qu'elle avait si fièrement affiché sur les réseaux sociaux s'effondrait en un cauchemar public. Tentant de sauver sa dignité chancelante, Calvin tenta de s'approcher de Naya. « Je peux expliquer, » dit-il d'une voix rauque. Une vague d'émancipation traversa Naya. Elle fit un geste subtil, et deux gardes de sécurité discrets s'avancèrent. À son moindre signe de tête, ils bloquèrent le passage de Calvin, ne lui laissant d'autre choix que de rester sous les projecteurs aveuglants avec Ivy, leur trahison exposée aux yeux de tous. Les caméras continuaient de tourner, capturant chaque changement d'expression sur le visage de Calvin. Pour la première fois, Naya vit une peur authentique dans ses yeux. Peur de tout perdre, peur de l'exposition publique qu'il avait toujours évitée. À l'intérieur, elle ressentit un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était peut-être le règlement de compte qui devait avoir lieu. Le silence se rompit lorsque Naya reprit le microphone. Bien que son cœur lui fît encore mal, l'adrénaline du moment alimentait son sang-froid. Elle offrit un sourire crispé à la foule assemblée. Invités, médias, personnel. Tout le monde était captivé. Calvin, commença-t-elle, sa voix résonnant d'une fureur contenue. Tu m'as dit un jour que je manquais d'ambition. Tu as dit que mes rêves étaient petits. Ce soir, je me tiens ici, propriétaire de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Financé en partie par les fonds mêmes que tu as tenté de détourner. Elle se tourna vers l'auditoire, son ton devenant plus chaleureux. Je tiens à remercier mon mari de m'avoir poussé vers la grandeur. Sans son infidélité, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de me lancer dans cette aventure. D'une manière tordue, je lui dois le mérite de m'avoir poussé à devenir qui je suis maintenant, une femme déterminée à s'élever, peu importe combien de fois on l'a fait tomber. Calvin tenta d'interrompre, mais la sécurité le maintint en respect. Le microphone était à elle. Naya poursuivit, aujourd'hui, je dévoile ma nouvelle marque d'hôtel, un lieu où les femmes, non, ou n'importe qui, peut trouver refuge et émancipation. Je crée une fondation pour soutenir les femmes qui ont été trahies,
abandonnés ou maltraités, en leur donnant les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie. Parce que tout le monde mérite une seconde chance, tout le monde mérite de redécouvrir sa force. Une vague d'applaudissements éclata dans certaines parties de la foule. Certains se montrèrent solidaires de Naya, émus par son courage. D'autres restèrent stupéfaits, digérant la chute dramatique de Calvin et Ivy. Naya conclut par un signe de tête gracieux, presque royal. Merci à tous d'avoir été témoins de ce nouveau départ. Pour ceux d'entre vous qui s'attendaient à une fête de fiançailles, je m'excuse pour le désagrément. Mais soyez assurés que le Riviera Grand, désormais sous ma direction, continuera d'accueillir les événements les plus remarquables, selon mes conditions. Elle termina son discours par un sourire triomphant, et les applaudissements s'amplifièrent. Calvin se tenait là, la boîte de la bague à la main, humilié au plus haut point. Ivy recula en titubant, les larmes coulant, ses illusions brisées. La scène appartenait désormais à Naya, et elle avait volé la vedette dans un coup de maître spectaculaire de justice karmique. Dans le chaos qui s'ensuivit, Calvin tenta de s'approcher à nouveau de Naya, s'accrochant à n'importe quel fil de contrôle. « Naya, nous pouvons régler ça en privé, murmura-t-il, la sueur tachant son col. « Ne fais pas ça devant tout le monde. » Son expression devint glaciale. « Tu avais prévu de demander une autre femme en mariage devant tout le monde. Tu n'as eu aucun problème à m'humilier dans mon dos. Pourquoi devrais-je t'épargner maintenant ?» Son visage pâlit. Il baissa la voix jusqu'à un murmure affolé. « Je vais perdre mon travail, ma réputation, tout. S'il te plaît, juste. Parlons. » La poitrine de Naya se serra. Il fut un temps où elle aurait tout donné pour qu'il montre un tel désespoir, pour qu'ils se battent pour leur mariage. Mais ce temps était révolu depuis longtemps. Elle ne voyait qu'un homme qui, quelques instants auparavant, était sur le point de s'engager publiquement pour la vie avec une autre femme. Leur échange fut interrompu par l'intervention de M. Winters, qui s'inclina respectueusement. « Madame B, souhaitez-vous que j'appelle la sécurité ?» D'un simple signe de tête, Naya rendit son verdict. « Oui. Veuillez escorter M. Reed hors des lieux. Il n'est plus le bienvenu ici, ce sont mes ordres en tant que propriétaire. » Le visage de Calvin blêmit. La boîte de la bague lui glissa des doigts, atterrissant sur le sol en marbre avec un petit bruit sourd. Deux gardes le flanquèrent, lui saisissant les bras doucement mais fermement. Alors qu'il l'emmenait, il balbutia des protestations qui tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les flashs des appareils photo crépitèrent, immortalisant cette sortie humiliante pour la postérité. La chute de Calvin Reed fut rapide et impitoyable. La foule s'écarta comme la mer Rouge alors qu'il était poussé à travers les portes, le poids de sa trahison diffusé au monde entier. Et au centre de tout cela se tenait Naya. Calme malgré la tempête qui faisait rage autour d'elle, elle avait repris son pouvoir, exercé sa vengeance et se tenait maintenant sur une scène qui était incontestablement la sienne. Calvin partit, Ivy se tenait seule, le mascara striant ses joues. Elle serrait un petit sac de soirée, cherchant du soutien parmi ses amis. Mais beaucoup s'étaient déjà éloignés, ne voulant pas être associés au scandale. L'expression sur le visage d'Ivy était celle d'une incrédulité totale, comme si la réalité l'avait frappé comme un coup de foudre. Rassemblant le peu de sang-froid qui lui restait, Ivy se tourna vers Naya. « Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi. Il m'a menti, il a dit que c'était fini entre vous deux. » Le regard de Naya vacilla entre mépris et pitié. « Qu'il ait menti ou non, tu as choisi d'être avec un homme dont le mariage n'était pas finalisé. Tu as dû avoir des doutes, Ivy. Mais tu as quand même foncé. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ivy. Elle ne pouvait soutenir le regard d'acier de Naya. « Je n'ai jamais voulu ça. Je ne voulais blesser personne. » Naya laissa échapper un rire doux et amer. « Et pourtant, nous en sommes là. Je vous suggère de partir. Il n'y a plus rien pour vous ici. » Ivy hocha la tête, son visage se crispant de honte. Serrant son sac à main, elle se dépêcha vers la sortie. En sortant, elle glissa sur la flaque de champagne de sa flûte brisée, manquant de tomber avant de se rattraper. La foule grimaça collectivement, puis se détourna alors qu'elle disparaissait. Son rêve d'une demande en mariage de conte de fées s'était transformé en un cauchemar public, diffusé en direct sur plusieurs comptes de médias sociaux. Naya regarda les portes se refermer derrière Ivy, exhalant un soupir de soulagement. La maîtresse était partie. Les anciens propriétaires, elle.
Zuri demanda, « Maman, as-tu fait quelque chose de mal ?» Papa agit bizarrement. Selena la fit taire doucement, l'assurant que c'était juste des affaires d'adultes et que tout irait bien. Pendant ce temps, chaque fois que Marcus partait travailler, l'esprit de Selena était obsédé par la question « Et maintenant ?» Elle savait que continuer à vivre sous sa coupe financière n'était plus tenable. Elle avait un diplôme universitaire en marketing. Elle n'était pas sans défense. Elle n'avait simplement pas poursuivi de carrière depuis des années parce qu'elle se concentrait sur sa famille. Bien qu'elle aspirât à retrouver son indépendance, elle ne voulait pas non plus déclencher une guerre au sein de son propre foyer. Elle continua donc, tranquillement, une tempête silencieuse grandissant dans sa poitrine. Elle s'occupait des tâches quotidiennes, aidant les enfants avec leurs devoirs, les conduisant à leurs activités extrascolaires, gérant l'entretien de la maison. Mais chaque fois qu'elle voyait Marcus, la carte de crédit annulée lui pesait lourdement. Cela symbolisait son manque de foi, son dédain, son besoin de contrôler. Elle se demandait s'il s'attendait à ce qu'elle finisse par ramper vers lui, implorant de l'argent, validant sa supériorité. Si c'était le cas, il allait avoir une surprise. Pendant ces jours de silence digne, Selena sentit sa force intérieure grandir. Elle passa du temps à réfléchir à son prochain mouvement, planifiant soigneusement un chemin qui garantirait qu'elle ne serait plus jamais prise dans une position vulnérable. Et chaque jour qui passait, l'emprise de Marcus sur elle commençait à se desserrer, du moins dans son cœur et son esprit, bien avant qu'il ne réalise le changement radical qui était sur le point de se produire. Au milieu du chaos et des turbulences émotionnelles, Selena découvrit un vieux cahier de ses années universitaires. Il contenait des croquis, des idées marketing et des concepts commerciaux qu'elle avait autrefois rêvé de poursuivre. Elle tourna les pages et sourit avec mélancolie aux notes griffonnées sur le bien-être holistique, la santé mentale et l'image de marque axée sur le style de vie. Dans un moment d'épiphanie, elle réalisa que c'était ce qui l'avait toujours passionnée. Elle avait une inclination naturelle pour tout ce qui touchait au bien-être émotionnel, à la santé physique et à la vie consciente. Malgré l'enterrement de ses aspirations pendant son mariage, la graine était toujours là, attendant d'être nourrie. Ce soir-là, après avoir couché Zuri et Ellie, Selena décida de commencer petit. Elle ouvrit son ordinateur portable et fit des recherches sur les influenceurs du bien-être, les stratégies de marketing numérique et les plateformes de commerce électronique. Une étincelle s'alluma en elle. Elle vit un public croissant de personnes, en particulier des mères occupées, qui cherchaient désespérément des conseils en matière de bien-être émotionnel et physique. Une idée se forma. Ascensia, une marque dédiée au bien-être holistique, des techniques de réduction du stress aux routines d'exercice simples qui s'intègrent dans un emploi du temps familial chargé. Bien qu'initialement simple concept, Selena sentit qu'il avait le potentiel de devenir quelque chose de plus grand. Elle fit le premier pas en écrivant une déclaration de mission pour Ascensia dans son cahier. Ascensia, donner aux individus les moyens de trouver l'équilibre, la paix et la vitalité grâce au bien-être holistique. Dédié à soutenir ceux qui jonglent avec d'innombrables responsabilités tout en aspirant à un esprit et un corps plus sains. Ce n'était qu'un paragraphe, mais il semblait monumental. Elle dressa une liste de sujets de blog potentiels, dîners familiaux rapides et sains, méditation pour les mamans occupées, soins personnels abordables, raviver l'intimité dans le mariage. Ce dernier sujet la fit marquer une pause. Elle ressentit une pointe de tristesse, mais aussi de détermination. Au moment où elle éteignit son ordinateur portable, il était bien après minuit. Ses yeux étaient lourds, mais son esprit bourdonnait d'excitation. Une nouvelle porte s'était entr'ouverte. Elle ne savait pas encore exactement comment elle financerait Ascensia, mais la graine du changement avait été plantée. Elle berça l'idée dans son cœur, jurant de la nourrir jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse. C'était plus qu'une simple idée d'entreprise. C'était une reconquête de soi. Et si Marcus pensait l'avoir coincée avec une carte de crédit annulée, il se trompait lourdement. La semaine suivante, Selena commença à construire Ascensia à chaque moment libre qu'elle pouvait trouver tôt le matin avant que les enfants ne se réveillent, tard le soir après qu'ils se soient couchés. Elle acheta un nom de domaine simple avec ce qui restait de ses économies personnelles et créa des comptes de médias sociaux sous le nom de la marque. Elle décida de garder son identité cachée pour le moment, optant pour un pseudonyme en tant que « visage » de la marque. Pour la création de contenu, elle profita de son flair naturel pour le visuel. Elle filma de courtes vidéos sur son téléphone présentant des routines d'étirement faciles et des conseils de pleine conscience, mais ne montra jamais son visage en entier, seulement des aperçus d'elle faisant des postures de yoga ou préparant des repas nutritifs.
Elle conçut des graphiques rapides sur une plateforme de conception gratuite, utilisant des couleurs douces et apaisantes et une esthétique minimaliste. Chaque publication se terminait par un slogan. Parce que votre bien-être est essentiel, Ascensia. Pendant que Marcus était inconscient, enfermé dans son propre monde de la finance et des affaires, Selena amassa discrètement un petit public. Quelques mentions, j'aime, et partages se transformèrent en une poignée d'abonnés fidèles. Encouragée, elle continua à publier régulièrement, partageant de brèves histoires sur la gestion du stress, l'équilibre des obligations familiales et la recherche de poches de joie même dans les moments difficiles. Tard un soir, alors qu'elle peaufinait la conception du site web, elle sentit son téléphone vibrer. C'était un message direct d'une femme nommée Grace, qui écrivait « J'adore votre page. Vos conseils m'ont aidé à réduire mon anxiété. S'il vous plaît, continuez à partager. » Le cœur de Selena s'envola en lisant le message. Elle réalisa qu'elle faisait une différence tangible, aussi petite soit-elle. Elle cacha ses efforts à Marcus, qui semblait de plus en plus distant. Elle rangea ses notes, son matériel de tournage et ses documents de stratégie de marque dans un tiroir verrouillé de son bureau à domicile. Un espace où Marcus ne prenait jamais la peine d'entrer. Elle désactivait les notifications chaque fois qu'il était proche pour éviter d'attirer les soupçons. Lors d'un rare dîner de famille, Marcus demanda nonchalamment « Alors, que fais-tu de tes journées maintenant que les enfants sont à l'école et que tu ne passes plus la carte de crédit ?» Selena afficha un sourire serein. « Je reste occupée », répondit-elle en ignorant sa pique. Il eut un sourire narquois, supposant que ces mots avaient marqué un point. Il ne savait pas que Selena construisait quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle carte de crédit ne pourrait offrir. Son indépendance et une marque qui éclipserait bientôt tout ce qu'il avait jamais cru possible. Selena mit toute sa créativité dans l'image de marque d'Ascensia. Ayant étudié le marketing à l'université, elle connaissait la valeur d'une identité de marque cohérente et captivante. Elle passa des heures à sélectionner les polices parfaites, une écriture élégante pour le logo et une police sans empattement épuré pour le corps du texte. Elle intégra des images apaisantes de la nature, des silhouettes abstraites de personnes en méditation et des palettes de couleurs pastel douces qui suggéraient le calme et l'équilibre. Elle comprit également l'importance de raconter une histoire. Chaque article de blog, chaque courte vidéo, commençait par une anecdote pertinente sur le sentiment d'être submergé par les responsabilités de la vie. Elle ne mentionna jamais directement ses propres problèmes conjugaux, mais elle fit allusion aux défis émotionnels auxquels de nombreuses femmes sont confrontées dans leurs relations et leur parentalité. Un soir, alors qu'elle finalisait le slogan d'Ascensia, elle réfléchit à la manière de positionner son contenu pour qu'il se démarque. Elle retrouva une vieille note de marketing qu'elle avait griffonnée à l'université, mettre en évidence la transformation, pas seulement l'information. Inspirée, elle commença à intégrer des histoires de transformation. De nombreuses études de cas d'adeptes qui avaient essayé ces simples étapes de bien-être et rapporté se sentir plus énergiques ou moins stressés. Elle rechercha également des collaborations potentielles avec des micro-influenceurs dans le domaine du bien-être. Les contactant anonymement, elle proposa des articles invités et des sessions en direct co-animées. Une petite poignée répondit positivement. À chaque nouvelle collaboration, le nombre d'abonnés d'Ascensia progressait. Pendant ce temps, Marcus restait dans sa bulle. Il s'enquérait rarement des activités de Selena, se contentant de supposer que ses ressources financières étaient réduites. S'il avait su qu'elle lançait une marque, il l'aurait probablement considérée comme un passe-temps. Mais l'esprit de Selena était en effervescence de possibilités. Plus elle travaillait sur Ascensia, plus elle réalisait que ce n'était pas seulement une activité secondaire. C'était sa bouée de sauvetage vers l'autodétermination. Tard cette nuit-là, elle se fit un simple vœu, je ne laisserai pas la peur me retenir. Ascensia grandira, et moi aussi. Alors que la présence en ligne d'Ascensia commençait à se stabiliser, Selena contacta une vieille amie d'enfance, Jordan Whittaker. Elles avaient grandi dans le même quartier, faisant des courses de vélo dans la rue et partageant des secrets lors de soirées pyjama. Finalement, elles avaient perdu contact lorsque la famille de Jordan avait déménagé, mais elles s'étaient retrouvées grâce aux médias sociaux des années plus tard. Jordan était maintenant entrepreneur et investisseuse providentielle à petite échelle, qui avait un vif intérêt à soutenir les startups dirigées par des femmes. Elles organisèrent un appel vidéo discret un après-midi pendant que Marcus était au travail et que les enfants étaient à l'école. Selena expliqua sa vision pour Ascensia, comment elle prévoyait de s'étendre du contenu des médias sociaux à des cours numériques et une gamme de produits sélectionnés de suppléments et de kits de soulagement du stress.
Jordan était intrigué. Je crois en toi, Selena, dit Jordan avec un sourire chaleureux. Je me souviens à quel point tu étais passionnée par le bien-être, même à l'époque. Ton idée est opportune, et tu as déjà construit une audience décente. Je serais ouverte à investir dans la marque. Le cœur de Selena battait la chamade. Elle n'avait jamais imaginé que Jordan se manifesterait avec un investissement si tôt. C'est incroyable, réussit-elle à dire. Je n'ai pas encore de plan d'affaires formel. Je suis encore en train de peaufiner les détails. Ne t'inquiète pas trop pour ça, répondit Jordan. Je t'aiderai avec une présentation plus structurée. Mais j'aimerais une petite participation au capital si j'investis. Et éventuellement, nous devrions parler de développement à grande échelle. Peut-être des partenariats avec des influenceurs, des ambassadeurs de marque, voire des ateliers en entreprise. Selena prit une inspiration tremblante. Oui, absolument. C'est le rêve. J'essaie juste de rester anonyme pour l'instant. Mon mari. Il n'est pas au courant. Je dois garder ça secret jusqu'à ce que je sois assez stable. Jordan lui fit un signe de tête compréhensif. N'en dis pas plus. Nous ferons ça selon tes conditions. Ce soir-là, Selena pouvait à peine contenir son excitation. Un nouvel horizon s'était ouvert devant elle. Elle ne construisait plus seulement une présence en ligne. Elle était sur le point de transformer Ascensia en une véritable entreprise. Et elle devait tout faire sans que Marcus ne s'en aperçoive, du moins jusqu'à ce que le moment soit venu. Quelques mois passèrent, et la tension au sein du foyer ne se dissipa pas, mais quelque chose chez Selena changea. Elle avait un sentiment secret d'accomplissement qui lui donnait une résilience inattendue. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle était seule dans son bureau, créant du nouveau contenu ou réfléchissant à des plans marketing. Elle commença également à adopter des habitudes plus saines, faisant de l'exercice plus régulièrement et pratiquant les techniques de pleine conscience qu'elle prenait à travers Ascensia. Zuri fut la première à le remarquer. « Maman, dit-elle un après-midi, en roulant une boucle autour de son doigt. Tu as l'air plus heureuse. Fais-tu quelque chose de nouveau ?» Selena sourit, touchée par l'observation de sa fille. « Je travaille sur un nouveau projet, répondit-elle mystérieusement. Rien à partager pour l'instant, mais je te promets que tu seras fière de moi le moment venu. Ellie sentit également le changement. Et, maman, s'aventura-t-il un jour après l'entraînement de football? Papa agit bizarrement, mais tu as l'air d'aller bien. Est-ce que tout va bien? Selena lui fit un signe de tête rassurant. Tout va bien. Parfois, les adultes traversent des épreuves. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi et Zuri. Derrière ce sourire rassurant, Selena ressentit une vague de gratitude que ses enfants soient assez perspicaces pour remarquer sa nouvelle détermination. Elle savait que quoi qu'il arrive entre elle et Marcus, elle devait rester un pilier de force pour eux. Marcus, cependant, était inconscient. Il ne s'engageait presque plus avec la famille. Selena se demandait parfois s'il avait une liaison ou si son travail était si stressant qu'il se fermait simplement. Mais à ce stade, son propre cheminement lui semblait plus important que de découvrir ses secrets. Elle en avait fini de marcher sur des œufs autour de ses sautes d'humeur. Chaque nuit, après avoir couché les enfants, elle se connectait à son tableau de bord Ascensia pour trouver un flux croissant de commentaires, de messages et de petites commandes pour ses packs anti-stress de marque, ses mélanges de thé, ses bougies parfumées et ses mini-journaux de gratitude. Elle les expédiait discrètement, se rendant dans un centre postal voisin pendant la journée. Zuri et Ellie remarquèrent la joie subtile dans les yeux de leur mère. Et Selena elle-même sentait que chaque jour la rapprochait d'un avenir où elle n'aurait plus besoin de compter sur les finances ou l'approbation émotionnelle de Marcus. Au début du printemps, Ascensia n'était plus une petite entreprise. La publication constante, les collaborations avec des micro-influenceurs et les conseils stratégiques de Jordan avaient entraîné une augmentation constante des revenus. Selena créa une petite LLC, société à responsabilité limitée, et ouvrit un compte bancaire professionnel au nom d'Ascensia. Elle ressentit une immense fierté en y transférant ses bénéfices de l'argent qu'elle avait gagné grâce à sa propre ténacité et créativité. Les vents étaient silencieux car elle n'avait toujours pas divulgué son secret à Marcus. Pourquoi le ferait-elle? Son habitude de condescendance et de dénigrement de chacun de ses intérêts lui avait montré qu'il n'offrirait aucun soutien. Elle se souvint de l'humiliation de sa carte de crédit annulée, des fois où il s'était moqué d'elle pour ne pas contribuer financièrement. Maintenant, sa marque payait discrètement de plus en plus de leurs besoins domestiques.
Elle commença même à verser son propre argent pour couvrir les courses, les vêtements des enfants et les petits luxes, tenant un registre méticuleux de chaque dépense. Lorsque Marcus mentionna l'augmentation des dépenses du ménage, elle feignit l'ignorance. Pendant ce temps, elle s'occupait secrètement des factures, s'assurant que les enfants ne manquaient de rien. Elle commença même à mettre des fonds supplémentaires de côté pour les mauvais jours. Pourtant, le plus grand triomphe était intangible. Selena avait recommencé à croire en elle. Le tournant arriva un après-midi lorsqu'un magazine de bien-être en ligne populaire la contacta pour une interview avec la fondatrice d'Ascensia. Selena refusa poliment d'apparaître à la caméra ou de divulguer sa véritable identité, insistant uniquement sur des réponses écrites. Mais même ainsi, l'article attira des milliers de nouveaux visiteurs sur son site en une seule journée, augmentant de manière exponentielle ses ventes quotidiennes. Ce soir-là, dans le salon, Marcus zappait les chaînes de télévision d'un air ennuyé. Selena était assise en face de lui, son ordinateur portable ouvert sur ses genoux. Toutes les quelques minutes, une nouvelle notification de commande retentissait. Elle ressentit un frisson illicite, levant les yeux pour s'assurer que Marcus n'avait rien remarqué. Il était trop absorbé par les nouvelles boursières pour s'en soucier. Dans son royaume silencieux de réussite, elle se sentait invincible. Chaque nouvelle vente lui murmurait, « Il a essayé de t'enchaîner financièrement, mais regarde-toi maintenant. » Marcus, malgré sa distance, finit par remarquer que quelque chose clochait. Alors qu'il s'attendait à ce que Selena le supplie pour de l'argent ou s'approche de lui pour faire débloquer sa carte de crédit, elle ne le fit jamais. Le ménage fonctionnait bien, les enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin, et Selena elle-même semblait inhabituellement sûre d'elle. Il commença à se demander ce qu'elle tramait. Un soir, il demanda nonchalamment, « Comment gères-tu les dépenses ces jours-ci » Alors qu'il feuilletait un magazine dans le bureau, Selena, qui rangeait, haussa les épaules. « J'ai quelques économies, tu te souviens ? Et j'utilise le compte joint pour les affaires du ménage quand c'est nécessaire. » Il haussa un sourcil. « C'est drôle comme tu ne t'es pas plainte d'être à court d'argent. » Elle lui fit un doux sourire, du genre qui projetait la confiance. « Je vais bien, Marcus. » Et c'est tout ce qu'elle dit. Dans les jours qui suivirent, il commença à prêter plus d'attention. Jetant un coup d'œil aux reçus laissés sur le comptoir de la cuisine, examinant la liste de courses. Il alla même jusqu'à vérifier l'utilisation du compte joint. Pourtant, il ne trouva rien d'alarmant. Selena ne retirait que des sommes modestes pour les dépenses courantes. Pourtant, un soupçon tenace prit racine dans son esprit. Pendant ce temps, il ne pouvait ignorer le vide dans leurs interactions. Plus elle semblait distante, plus il devenait mal à l'aise, bien qu'il ne le montrerait jamais ouvertement. Il était habitué à être la figure de pouvoir dans le mariage. Le pourvoyeur, le décideur. Maintenant, il ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt sur ce qui avait changé, mais il avait l'impression que l'équilibre du pouvoir lui échappait doucement. Une nuit, il accula Selena dans la cuisine. « Me caches-tu quelque chose » demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte mais ne parvenant pas à masquer son malaise. Elle rangea calmement une assiette dans le placard. « Non, Marcus. Si c'est le cas, tu finiras bien par le découvrir, n'est-ce pas ?» Son ton était léger, presque taquin. Ses yeux se rétrécirent. « Ne sois pas évasive. » Elle haussa les épaules et s'éloigna, le laissant mariner dans ses propres doutes. Alors qu'il se tenait là. Était obsédé par l'idée d'humilier Isabella. La main d'Helena trembla sur la poignée de porte. Elle réalisa qu'Adrian ne lui avait pas tout dit. Bien sûr, elle connaissait la vengeance, mais entendre les mots de Nathan, obsédé, vindicatif, suggérait une noirceur qu'elle n'avait pas pleinement saisie. Des doutes surgirent, l'amour d'Adrian pour elle était-il sincère, ou cette relation était-elle toujours liée à la colère envers Isabella? La douleur et la confusion tourbillonnaient en elle. Elle recula doucement du bureau et se précipita dans sa chambre. Là, elle fit une petite valise, les larmes coulant sur son visage. Elle se sentait trahie par l'homme à qui elle venait de commencer à confier son cœur. Avant de partir, elle écrivit un bref mot, « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » S'il te plaît, ne me suis pas, elle se glissa hors du manoir sans être remarquée, élant un taxi aux grilles. Alors qu'elle regardait le somptueux domaine rapetissé dans le rétroviseur, elle ne put s'empêcher de sentir son cœur se briser à nouveau. Elle n'était pas sûre si elle était plus bouleversée par le plan de vengeance initial ou par la réalisation qu'Adrian pourrait ne jamais vraiment échapper à l'ombre d'Isabella.
la seule chose qu'elle savait avec certitude, c'était qu'elle avait besoin d'espace pour savoir si un amour né de la vengeance pouvait jamais être réel. Adrian paniqua dès qu'il découvrit qu'Elena était partie. Il trouva sa note sur la table du hall et eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il appela son téléphone à plusieurs reprises, pour tomber sur sa messagerie vocale. Nathan se tenait à côté, la culpabilité gravée sur son visage. « C'est de ma faute, admit Nathan. Je t'ai poussé à propos d'Isabella, et Elena a tout entendu. » Adrian passa une main dans ses cheveux. « Non, c'est de ma faute de ne pas lui avoir dit toute la vérité. » Nathan grimaça. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tout ce qu'il faudra, » dit Adrian, la voix résolue, pour la faire revenir. Il ordonna à son équipe de sécurité de rechercher Elena, mais elle avait disparu dans l'anonymat de la ville. Pendant des jours, Adrian chercha en vain, allant même à son ancien appartement et interrogeant ses anciens voisins. Personne ne semblait savoir où elle était. Finalement, il se souvint d'une auberge modeste et tranquille qu'elle avait mentionnée une fois près du quartier universitaire. C'était un petit endroit, hors du radar de la plupart des gens. Il y arriva tard dans la soirée, le cœur battant d'espoir. Effectivement, lorsque la gérante de l'auberge reconnut la description d'Elena par Adrian, elle le dirigea vers une petite chambre au 2e étage. Adrian frappa, l'anxiété le rongeant. Après un moment de tension, la porte s'entr'ouvrit. Elena se tenait là, les cheveux en désordre, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle avait l'air épuisée et fragile, son calme habituel brisé. Cette vision faillit le détruire. « Va-t'en, Adrian, dit-elle, la voix tremblante. Je t'ai demandé de ne pas me suivre. » Il déglutit difficilement. « Je ne peux pas. J'ai besoin de te parler. » Elle essaya de fermer la porte, mais il glissa son pied dans l'entrebâillement. « S'il te plaît, murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Écoute-moi juste. » Après un moment d'hésitation, elle s'écarta, lui permettant d'entrer dans la minuscule pièce. Un lit simple, une petite commode et une lampe vacillante étaient les seuls meubles. Adrian avait l'air terriblement déplacé dans son costume sur mesure. Pourtant, il n'avait jamais été aussi désespéré. « Elena, commença-t-il. Je suis désolé. J'aurais dû te dire à quel point je me sentais vengeur au début. Mais je te jure, mes sentiments pour toi ont changé. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Tu n'arrêtais pas d'insister que ce n'était pas seulement une question de vengeance, mais comment puis-je te croire maintenant ? Tu étais tellement obsédé par l'idée de montrer Isabella. » Il s'approcha lentement, comme si elle pouvait se briser. « Je ne mentirai pas. Au début, j'étais animé par la colère, en colère contre Isabella pour m'avoir trompé, contre les médias pour m'avoir humilié. Mais ensuite tu es entré dans ma vie, et tu étais si réel, si sincère. Ça m'a fait voir tout différemment. J'ai réalisé que je te voulais, non pas à cause d'une rancune ou d'une déclaration sociale, mais à cause de qui tu es. » Elle détourna le regard, des larmes coulant sur ses joues. « Tu aurais dû me le dire. »« Je sais, » dit-il doucement. « J'avais peur que tu partes si tu savais à quel point mes pensées étaient sombres au début. » Elle renifla. « Comment puis-je avoir confiance que tu ne m'utilises pas encore pour prouver quelque chose à Isabella ?» Il fit un pas de plus, lui prenant doucement le menton pour qu'elle doive rencontrer son regard. « Parce que je renie Isabella. Publiquement, en privé, de toutes les manières. Il n'y a aucune partie de moi qui la veuille. Tout ce que je veux, c'est toi. » Elle sonda ses yeux, cherchant toute trace de tromperie. Ce qu'elle trouva à la place, c'était une sincérité brute, mêlée de regret et de désir. Lentement, douloureusement, sa colère et ses doutes commencèrent à s'estomper, remplacés par le souvenir de l'homme qui lui avait montré une attention et une tendresse sincères. « Adrian, murmura-t-elle, la voix brisée, j'ai besoin de temps. Je ne suis pas sûr de pouvoir replonger là-dedans du jour au lendemain. » Il hocha la tête, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras. « Prends tout le temps qu'il te faut, mais s'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-moi te montrer que je suis sincère. » Elle hésita, le poids de sa décision pesant sur elle. Finalement, elle hocha la tête. Elle n'était peut-être pas prête à pardonner entièrement, mais elle était prête à voir si la confession d'Adrian était vraie. Et ainsi, dans cette petite pièce faiblement éclairée, ils entamèrent le fragile processus de reconstruction de la confiance. La tempête de l'ingérence d'Isabella ne s'était pas calmée.
Réalisant qu'Adrian lui échappait, elle lança une nouvelle offensive. Une série de gros titres salaces apparurent dans les tabloïds du jour au lendemain. Elena Ramirez, la croqueuse de diamants du siècle, le scandale de la femme de chambre devenue épouse secoue l'empire Kingston. Les articles déterraient le passé d'Elena, ses difficultés financières, les dettes de sa famille, son origine modeste. Ils tordaient chaque fait, la dépeignant comme une opportuniste rusée qui avait séduit Adrian pour sa fortune. Elena découvrit les ragots en arrivant au manoir après avoir accepté avec hésitation de revenir. Elle trouva Adrian dans le salon, écrasant un journal sur la table basse. Elle a dépassé les bornes, fulmina Adrian. Répandre des mensonges sur toi. Les mains d'Elena tremblaient alors qu'elle parcourait l'article, rempli de citations de sources anonymes, affirmant qu'elle était une manipulatrice. C'est horrible, murmura-t-elle, les yeux piquants de larmes d'humiliation. Comment peuvent-ils dire de telles choses? Adrian la serra contre lui. Son visage était empreint d'une sombre détermination. Nous allons poursuivre en diffamation. Je ne laisserai pas Isabella ruiner ta réputation. Mais le cœur d'Elena se serra d'anxiété. Il ne s'agissait pas seulement d'une action en justice, mais de la perception du public. Isabella avait des relations puissantes, et ses histoires pouvaient détruire la crédibilité d'Elena, faisant d'elle une paria dans la haute société. Battons-nous, insista Adrian en sortant son téléphone. Je vais appeler une conférence de presse, publier une déclaration, tout ce qu'il faudra. Elena s'accrocha à lui, à la fois touchée par sa protection et terrifiée par le déferlement de l'attention médiatique. Une partie d'elle se demandait si c'était ainsi qu'Isabella punissait Adrian d'avoir choisi une autre femme. Pourtant, voir le soutien indéfectible d'Adrian lui fit croire que peut-être, juste peut-être, ils pourraient affronter la tempête ensemble. Au cours de la semaine suivante, des preuves commencèrent à apparaître qu'Isabella avait soudoyé des journalistes pour obtenir des histoires salaces. Les anciens collègues d'Elena se manifestèrent pour la défendre, la décrivant comme travailleuse et gentille. Même l'agence qui gérait les équipes de ménage d'Elena témoigna qu'elle n'avait jamais été que professionnelle. Pendant ce temps, Nathan et d'autres amis proches se rallièrent autour du couple. Nathan découvrit la preuve que l'entreprise familiale d'Isabella versait de l'argent aux tabloïds. Armé de ces preuves, Adrian se prépara à affronter publiquement Isabella. Un après-midi, Adrian trouva Elena dans le jardin du manoir. Elle était assise sur un banc, fixant les roses en fleurs sans vraiment les voir. Doucement, il s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux, se penchant contre son contact. « Je suis submergé. Je n'ai jamais demandé ce genre d'attention. » Il s'agenouilla à côté d'elle, la voix résolue. « Je sais, mais nous allons nous en sortir. Isabella ne peut pas continuer à mentir éternellement. » Une larme coula sur la joue d'Elena. « Je veux juste la paix. Vivre sans être étiquetée comme une croqueuse de diamants. »« Tu ne le es pas » dit Adrian avec force. Lui relevant le menton pour rencontrer son regard. « Tu es brillante, attentionnée et forte. Et je vais m'assurer que le monde le sache. » Elle sonda ses yeux et y vit une conviction inébranlable. Cela lui donna une lueur d'espoir. « Merci » murmura-t-elle en posant sa main sur la sienne. « De me soutenir. » Sa prise se resserra. Toujours. Pour prouver son amour et défendre l'honneur d'Elena, Adrian organisa une conférence de presse à la tour Kingston. Des centaines de journalistes remplissaient l'auditorium, leurs caméras braquées sur la scène. Elena se tenait sur le côté, le cœur battant la chamade. Adrian monta sur le podium, balayant la foule du regard. Il s'éclaircit la gorge, sa voix résonnant à travers les microphones. « Merci d'être venu. J'ai une déclaration concernant les rumeurs calomnieuses sur ma femme, Elena Kingston. » Une vague d'anticipation parcourut la salle. Adrian continua, ces rumeurs, la traitant de croqueuse de diamants ou insinuant qu'elle m'a épousé pour un gain personnel, sont fausses. Elena Ramirez est entrée dans ma vie à un moment où j'avais perdu foi dans les liens authentiques. Elle m'a rappelé que la richesse et le statut social ne signifient rien sans intégrité et un cœur compatissant. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes alors qu'il parlait. La foule était silencieuse, suspendue à chacun de ses mots. Adrian poursuivit, son ton ferme mais sincère. Mon ex-fiancée, Isabella Devrault, a orchestré une campagne pour salir le nom de ma femme. Nous avons des preuves de pots de vin et d'histoires falsifiées.
Je suis ici pour dénoncer publiquement les actions d'Isabella et exprimer mon soutien indéfectible à Elena. Elle n'est pas une croqueuse de diamants. Elle est ma partenaire, ma confidente et la femme que j'aime. Un murmure se répandit dans l'assistance. Les flashs crépitèrent en succession rapide. Adrian fit signe à Elena de le rejoindre sur scène. Les mains tremblantes, elle s'avança. Quand elle l'atteignit, il lui prit la main et s'adressa une nouvelle fois à la foule. Je soutiens Elena, non pas à cause d'un arrangement ou d'un quelconque motif caché, mais parce qu'elle a prouvé à maintes reprises que son cœur est sincère. Il se tourna vers elle, la voix s'adoucissant. Elena. Je suis désolé pour tout ce que tu as enduré à cause de moi. Je t'aime. Cette déclaration provoqua une onde d'excitation dans la salle. Elena, abasourdie, réussit à murmurer dans le microphone « Je t'aime aussi ». La presse explosa de questions et de flashs d'appareils photo, mais Adrian et Elena n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. À cet instant, ils ressentirent un lien indestructible, forgé non pas dans la vengeance mais dans le feu des épreuves partagées et d'une dévotion sincère. Elena voulait croire que le cauchemar était terminé, mais de vieilles insécurités la rongeaient encore. La conférence de presse avait été une déclaration puissante, pourtant les cicatrices demeuraient. Elle craignait qu'une partie du grand geste d'Adrian ne vise encore à défier Isabella, et non à être véritablement avec Elena pour les bonnes raisons. Dans le calme qui suivit, elle se demanda si elle pourrait jamais vraiment appartenir au monde d'Adrian. Malgré le soutien public, les ragots étaient incessants. Les gens chuchotaient qu'elle l'avait manipulée pour qu'il la défende. D'autres prétendaient qu'elle était secrètement enceinte, ce qui n'était pas le cas. Un soir, Elena était assise avec Adrian sur la terrasse, les lumières de la ville scintillant en contrebas. « Je n'arrive pas à me défaire du sentiment que je serai toujours une étrangère ici, murmura-t-elle. Adrian fronça les sourcils. « Tu n'es pas une étrangère. Tu es ma femme. » Elle serra les lèvres. « Mais la haute société m'acceptera-t-elle un jour? Et si ce n'est pas le cas, cela t'éloignera-t-il de moi un jour ?» Il prit sa main. « Elena, je ne vis pas ma vie en fonction de leur approbation. » Elle secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « J'ai juste besoin de trouver ma propre voie. Ma propre valeur. Loin du cirque médiatique, loin de l'attention constante. » La panique brilla dans ses yeux. « Est-ce que tu me quittes ?» Elle marqua une pause, prenant une inspiration difficile. « Je pense que j'ai besoin d'espace pour comprendre qui je suis dans ce mariage. Je ne peux pas continuer à douter de tes intentions ou de ma place ici. J'ai besoin de me tenir sur mes propres jambes pendant un certain temps. » La prise d'Adrian se resserra. « Alors tu dis au revoir ?» Sa voix vacilla. « Pas pour toujours, j'espère. Mais pour l'instant, je pense que c'est ce dont j'ai besoin. » Il ferma les yeux, une vague de tristesse traversant son visage. Après un moment, il murmura. « Je ne t'arrêterai pas. Mais s'il te plaît, souviens-toi. Tu es la seule que je choisis. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Tôt le lendemain matin, elle fit une valise. Adrian l'aida à la porter jusqu'à la voiture, tous deux silencieux, le cœur lourd. D'un dernier regard, Elena monta dans le véhicule qui l'attendait et s'éloigna, incertaine si elle commettait la plus grosse erreur de sa vie ou la décision la plus nécessaire pour sa propre croissance. Elena déménagea dans un petit appartement plus proche de l'université où elle s'était inscrite pour son programme d'études tant attendu. Elle suivait les cours, se concentrant tranquillement sur ses études et faisant du bénévolat dans des centres communautaires locaux. Elle suivait la vie d'Adrian grâce à des articles de presse occasionnels ou à des nouvelles amicales de Nathan. L'empire d'Adrian continuait de prospérer. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'étendait sur de nouveaux territoires et, en même temps, il semblait plus philanthrope que jamais, faisant des dons importants à des œuvres de charité qui tenaient à cœur à Elena. Un après-midi, elle reçut un appel téléphonique d'un agent immobilier. « Madame Kingston ? Je vous appelle concernant la propriété qu'Adrian Kingston a achetée dans votre ville natale. Il voulait que je vous remette les documents personnellement. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent de confusion. « Ma ville natale ? Il a acheté ? Quoi exactement ? » L'agent hésita. « Il a acheté la maison de votre enfance, celle que vous avez perdue lorsque votre famille a connu des difficultés. Il l'a entièrement rénovée. Elle est maintenant à votre nom. » Des larmes jaillirent de ses yeux.
Elle se souvint du jour où sa famille avait dû quitter cette maison, comment sa grand-mère avait pleuré, comment cela avait été comme perdre une partie de son identité. Maintenant, Adrian la lui avait rendue. Elle raccrocha, les émotions tourbillonnant, surprise, gratitude, amour. Était-ce sa façon de lui dire qu'il se souciait de son histoire, de ses racines? Qu'il voulait assurer son avenir quoi qu'il arrive? Plus tard dans la journée, elle s'assit dans son nouvel appartement, fixant l'acte de propriété. Submergée par le geste d'Adrian, elle réalisa à quel point il devait tenir à elle. Malgré leur séparation, il essayait toujours d'assurer son bonheur et sa stabilité. Après une longue nuit blanche, elle prit son téléphone et composa son numéro. Il répondit à la première sonnerie, sa voix empreinte d'espoir. « Elena ?» Elle inspira brusquement. « J'ai reçu l'acte. »« Adrian, je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu rentreras à la maison, » plaida-t-il doucement. « Je ne te demande pas de renoncer à tes rêves ou à ton identité. Je veux juste que tu sois à mes côtés. » Son cœur lui faisait mal. Elle savait maintenant que son amour était sincère. La seule question était de savoir si elle était prête à l'accepter pleinement, sans crainte. « J'ai besoin de te voir » murmura-t-elle. Ils se rencontrèrent dans un coin tranquille du parc public de la ville, un endroit qu'Elena aimait pour sa verdure et son atmosphère paisible. Elle aperçut Adrian sur un banc, habillé de façon décontractée, paraissant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Elle s'approcha lentement, et il se leva pour l'accueillir. Pendant un instant, aucun ne parla. Puis il rompit le silence. « Comment vas-tu » demanda-t-il, la voix basse et remplie de désir. Elle esquissa un petit sourire. « Mieux. J'apprends beaucoup à l'université. » Il hocha la tête, le soulagement évident dans ses yeux. « Je suis content. » Ils marchèrent à travers le parc, serpentant entre de grands arbres dont les feuilles bruissaient dans la douce brise. Finalement, ils trouvèrent un endroit isolé près d'un petit étang, où des canards nageaient paresseusement. Elena s'assit sur un banc, Adrian à côté d'elle. « Ce que tu as fait, acheter la maison de mon enfance, ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer, » commença-t-elle, les larmes aux yeux. « Merci. » Il prit sa main. « Je voulais que tu aies un morceau de ton passé, quelque chose de stable. Cette maison était importante pour toi. » Elle retint ses larmes. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. » Il lui serra la main, la voix tremblante. « Je ne veux jamais que tu te demandes si je te valorise ou non. Tu es libre de vivre où tu veux, d'étudier ce que tu veux, d'être qui tu veux. Tout ce que je demande, c'est que tu me laisses t'aimer pendant que tu le fais. » Elle le regarda, le cœur plein. « Je suis désolé d'être parti en courant. J'avais juste besoin d'être sûr de pouvoir me tenir sur mes propres jambes. » Il déglutit difficilement. « As-tu encore besoin de plus de temps ?» Elle expira en secouant la tête. « Non. Je crois que je suis prête à revenir, selon mes conditions, nos conditions. » Un sourire se répandit sur son visage, illuminant ses traits. Il la serra fort dans ses bras, l'inspirant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Ils restèrent ainsi un long moment, laissant la beauté tranquille du parc les entourer. Dans cet espace calme, ils trouvèrent la paix dans les bras l'un de l'autre, enfin. La deuxième cérémonie de mariage eut lieu dans le même jardin où ils s'étaient dit « oui » pour la première fois, mais cette fois, c'était par amour sincère. La liste des invités était plus restreinte, amis, proches collaborateurs et êtres chers qui soutenaient vraiment Adrian et Elena. Aucun paparazzi n'était invité.